Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre rassemblement de membres d'Impact ON. Nous sommes ravis que vous puissiez nous rejoindre. Je m'appelle Paula Happenen, je suis la directrice principale du pôle innovation et contente de servir comme votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, nous voulons reconnaître que nous nous retrouvons aujourd'hui sur les territoires autochtones traditionnels de la province que nous appelons maintenant Ontario. Il y a 133 communautés des Premières Nations qui représentent au moins 7 groupes culturels et linguistiques majeurs à travers la province. Les membres et les employés d'Impact ON se trouvent aussi dans tout point de la province et nous vous encourageons à prendre un moment maintenant pour reconnaître la diversité, la richesse et la chance que nous avons de pouvoir travailler et vivre sur ces territoires. Aussi, avant de commencer, j'ai quelques petites items comme on appelle en anglais, housekeeping. Je veux vous informer, et vous avez dû remarquer que nous enregistrons le rassemblement. Si vous ne voulez pas que votre nom et ou votre image apparaissent dans l'enregistrement, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé dans le clavardage et nous allons nous en occuper de notre côté. Aussi, on est dans une salle de Zoom rencontre, non pas webinaire, donc on a toute la capacité de parler, prendre la parole et aussi se montrer en vidéo. Mais je vous demande que pendant les interventions de nos panélistes, de nos intervenantes, que vous fermez vos micros et vous fermez vos caméras aussi, juste pour faciliter la tâche. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer notre programme aujourd'hui avec un mot de bienvenue de notre présidente, Elodie Grundman. Elodie, je vous en prie. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, chers membres, partenaires et amis. C'est avec une grande joie et un sentiment profond de responsabilité que je vous accueille aujourd'hui à notre grand rassemblement. Cette année, Impact ON célèbre un jalon historique, nos 60 ans d'existence et de dévouement envers les valeurs de l'économie sociale et coopérative dans notre belle province de l'Ontario. Depuis 1964, Impact ON est à l'avant-garde de la promotion et du développement de l'entrepreneuriat social et des coopératives. Nous avons été témoins et acteurs d'une transformation profonde dans notre société où la primauté des personnes, la valorisation des diversités et la responsabilisation et la solidarité sont devenus les piliers de notre engagement. Aujourd'hui, notre mission demeure plus vivante que jamais. Impact ON continue de propulser des idées et des projets d'impact. Nous œuvrons sans relâche pour stimuler le développement communautaire, connecter les talents et soutenir la croissance des entreprises sociales et coopératives. Nos racines francophones, enracinées dans la solidarité et le faire ensemble, nous rappellent l'importance de notre héritage culturel. Ces valeurs ont façonné notre histoire et continuent de guider notre avenir. Dans ces communautés, l'entraide n'est pas qu'un mot, mais un mode de vie. Cette année, notre 60e anniversaire est ponctué de plusieurs événements significatifs. Sans tous les énumérer, je tiens à souligner que chaque rencontre, chaque forum et chaque célébration est une occasion de renforcer nos liens, d'échanger des connaissances et de célébrer nos succès. Ces moments sont les reflets de notre engagement continu envers nos communautés. Ce rassemblement est le symbole de notre engagement collectif. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre les uns des autres, partager nos expériences. Nous aurons des discussions enrichissantes, des échanges d'idées et je suis convaincue que nous repartirons de cette journée inspirée et renouvelée dans notre mission. Je tiens à remercier sincèrement nos commanditaires, coopérateurs et TFO pour leur soutien. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les membres et les participants. Ensemble, nous continuons de façonner un Ontario et un monde dans lequel les entreprises à mission prospèrent et contribuent à un avenir durable et inclusif. Merci à tous et je vous souhaite une journée mémorable et productive. Merci, Elodie. Maintenant,
J'ai le plaisir de vous présenter Madame la sénatrice Lucie Monsion, qui a une relation longue et profonde avec le secteur coopératif. Après une brillante carrière de plus de 38 ans dans le secteur des institutions financières coopératives, dont les 16 dernières à titre de présidente et chef de la direction, Lucie Monsion a été nommée au Sénat en novembre 2017. 2016, excuse-moi. Elle possède une connaissance approfondie des communautés francophones minoritaires de l'Ontario, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'économie, du climat des affaires et des communautés francophones de l'Ontario. Son expertise dans les secteurs des coopératives et de l'entrepreneuriat social est reconnue. En tant que représentante de la communauté francophone de l'Ontario et dans le cadre de ses fonctions parlementaires, elle travaille dans le domaine des langues officielles et du secteur coopératif. Actuellement, elle occupe la présidence du comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration du Sénat. Madame la sénatrice, bienvenue au rassemblement. La parole est à vous. Bonjour, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et bonne journée de la francophonie. Le 20 mars, vous avez choisi une belle journée pour tenir votre conférence. Puis je suis honorée de m'adresser à vous ce matin pour plusieurs raisons. Pour souligner, entre autres, le 60e de Impact ON, qui était anciennement le CCO. Le CCA a presque mon âge. Je suis un petit peu plus vieille. Donc, j'ai été, comme dans la biographie que Paula a présentée, j'ai quand même été, pendant 38 ans, j'ai fait du secteur coopératif. Mon domaine d'affaires, si on veut, c'est le domaine coopératif qui a payé mon salaire pendant 38 ans. Et je dois vous dire d'emblée que si j'avais voulu être une personne riche, j'aurais peut-être pas choisi le secteur coopératif, mais pas parce que c'est un endroit où on ne peut pas s'enrichir, mais bien parce que le domaine coopératif, lorsqu'on le choisit, et on le choisit volontairement, c'est qu'il y a des valeurs qui sont associées à ce domaine, non seulement le secteur coopératif, mais le secteur de l'économie sociale. C'est un domaine qui fait appel à des valeurs qui sont beaucoup plus grandes que celles de l'enrichissement personnel. C'est ce que l'on voit avec les gens, comment on peut enrichir collectivement et au lieu de se concentrer sur l'enrichissement personnel. Et pour moi, cette valeur-là a toujours été extrêmement importante et on avait déjà discuté de ça, Julien et moi, parce que c'est un choix conscient que l'on fait quand on choisit de travailler en économie sociale. Alors, quand je parle puis j'ai accepté votre invitation parce que la première chose, c'est que je peux m'exprimer en français sur un sujet qui me tient à cœur. Et l'autre chose, c'est que je parle à des convertis. Donc, c'est comme quand vous allez à l'église, hein, pour ceux qui y vont, si vous y allez encore, on parle à des convertis. Donc, ceux qu'on voudrait convertir ne sont pas nécessairement avec nous ce matin, mais vous êtes les porteurs de messages. Puis, c'est extrêmement important pour notre société. Et le travail qu'on fait en économie sociale, dans le secteur coopératif, a un impact important, un impact très positif sur le rayonnement de notre pays et surtout à l'heure actuelle où on regarde la situation économique, notre population vieillissante et les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de la relève et ça fait plusieurs années qu'on en parle. Plusieurs entreprises qui cherchent de la relève, qui n'en ont pas. Et il y a aussi des problèmes financiers importants qui découlent de la pandémie. Et là, vous avez des entreprises qui cherchent les entrepreneurs cherchent soit à prendre leur retraite ou à vendre leur entreprise et ne trouvent pas preneur.
Et ce qu'on a vu au niveau du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral très conscient de ça, vient d'ouvrir un espace dans les changements législatifs pour permettre la fiducie de travailleurs, donc la création de fiducie de travailleurs avec des crédits d'impôt qui s'accompagnent. Et les mêmes crédits d'impôt et le même, si vous voulez, environnement législatif se rattachent aussi au secteur coopératif, ce qui est extrêmement important. J'ai toujours, puis c'est une conviction profonde, j'ai toujours eu, je suis toujours d'avis que l'approche qui est relative au mieux-être et à l'épanouissement d'une communauté repose sur l'apport, l'implication et le désir de contribuer de chacun et de chacune d'entre nous. Fait que si on veut avoir des projets qui sont porteurs, il faut qu'on ait le buy-in, l'implication des gens. J'ai quelques histoires à vous raconter. Puis c'est des histoires qui vont peut-être sonner des cloches pour certains d'entre vous, mais qui nous ramènent à ce qui peut se faire, et c'est pas toujours dans le système coopératif, mais j'ai une histoire où le système coopératif a été impliqué, et le deuxième, où l'entreprise est devenue une coopérative. Puis, la première, c'est l'histoire de la Spruce Falls à Kapuskasing. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette histoire-là, mais elle est quand même remarquable parce que la Spruce Falls, ça s'appelait la Spruce Falls Power and Paper Company. Elle a été constituée en société en 1926, puis ça appartenait à une entreprise américaine qui s'appelait la Kimberly-Clark et le New York Times. Puis, eux, ce qu'ils faisaient, à ce moment-là, puis vous allez voir l'évolution du système, ils produisaient du papier journal. Et qu'est-ce qui est arrivé au cours des dernières années avec le papier journal? On a de moins en moins de périodiques, beaucoup moins d'impressions sur papier journal. Donc, mais à Kapuskasing, ils fabriquaient du papier journal, mais ils fabriquaient aussi les Kleenex. Et qu'est-ce qui vient d'arriver à la marque Kleenex, qui est une marque américaine? Elle n'est plus disponible, en tout cas, elle n'est plus supposée être disponible au Canada. Donc, on a d'autres marques de mouchoirs parce qu'on a toujours appelé des mouchoirs des Kleenex. Hein, vous savez, quand un nom devient le produit, parce qu'on demande rarement un mouchoir, on demande souvent « As-tu un Kleenex? » Et pourtant, donc ça vient de l'histoire de la Spruce Falls. Puis, eux, ils s'étaient installés à Kapuskasing à cause de l'abondance des forêts, mais aussi parce que la rivière Matagami n'était pas loin de là, ce qui faisait que l'épinette noire, le peuplier, le mélèze et le bouleau étaient utilisés pour la transformation. Quand ils se sont installés à Kapuskasing, ce qu'ils ont fait, ils ont développé une minuscule colonie. Donc, ils ont bâti des maisons, bâti des arénas, bâti une centrale électrique pour que leurs travailleurs puissent être logés, avoir accès à tout ce qu'ils avaient besoin pour être capables d'opérer à Kapuskasing. Eux, puis il y avait aussi la voie ferrée qui avait été construite sur une distance de 80 km. Donc, puis ils exploitaient 4300 000 carrés de forêt. Donc, ça fonctionnait pour le nord de l'Ontario et ça faisait partie de l'économie. Donc, ils ont développé cette minuscule colonie, ils ont créé des écoles, des immeubles, etc. Puis, ils sont demeurés propriétaires jusqu'en 1991. Puis, en 1991, ils ont décidé de fermer l'usine à Kapuskasing. Et là, tous les gens qui étaient à Kapuskasing se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait si notre entreprise n'existe plus? Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de créer, si vous voulez, on peut appeler ça une coopérative de travailleurs, où les travailleurs ont demandé au gouvernement de l'Ontario de racheter la Kimberly-Clark. Donc, puis il y a eu beaucoup de manifestations qui ont eu lieu à Toronto parce que le gouvernement de l'Ontario n'était pas d'accord. Finalement, ils ont eu un partenariat avec Tembec. Tembec a racheté 49 de la Kimberly-Clark et l'autre 51 a été acheté par les travailleurs de la Kimberly-Clark. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a 2000 personnes qui ont acheté des parts dans la Kimberly-Clark, qui est devenue Tembec par la suite, et ils ont tous emprunté à peu près à la même place, qui était la Caisse populaire de Kapuskasing. Et la Caisse populaire de Kapuskasing a fait des prêts. Puis,
Si jamais vous parlez à l'ancien directeur qui était là, il était sur son lit d'hôpital, il se faisait opérer, il y avait une opération mineure, et le conseil d'administration avait eu lieu dans sa chambre d'hôpital pour que la décision se prenne de façon à ce que la Caisse puisse offrir les prêts. Donc, les employés ont acheté l'entreprise. 10 ans plus tard, la compagnie Tembec a racheté les parts de tous les employés et la Kimberly-Clark est devenue propriété exclusive de Tembec. À ce moment-là, tous les employés qui avaient acheté des parts dans l'entreprise ont reçu 18 fois la valeur de leur investissement personnel initial. Ce qui est arrivé, c'est que tous ces gens-là se sont retrouvés à Kapuskasing avec des maisons entièrement payées. Ils ont eu la flexibilité, ils avaient des fonds de pension, donc tout le bien-être collectif a bénéficié à la ville de Kapuskasing. Et ça a été une initiative qui s'est faite à ce moment-là. Donc, il y avait, si vous voulez, le besoin. Donc, ma mère disait souvent, nécessité est mère d'invention. Donc, ils avaient trouvé une façon de protéger leurs emplois. L'entreprise existe encore aujourd'hui sur une moins grande échelle, mais elle existe quand même. Et la conscience collective qui est associée à ce projet-là a fait en sorte que cette entreprise-là existe encore aujourd'hui et fonctionne. Elle a changé de main encore une fois depuis, mais elle existe encore aujourd'hui. Donc, c'est un exemple, puis c'est une très, très grande aventure pour la ville de Kapuskasing. L'autre histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Fogo Island. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de l'île Fogo au large de Terre-Neuve et Labrador? C'est pour ceux qui la connaissent. Puis, cette histoire-là, elle est quand même impressionnante parce que il y avait des entreprises qui faisaient de la transformation de poissons et les entreprises voyaient qu'il n'y avait plus de débouchés sur cette île-là. Donc, ils ont décidé d'abandonner tout simplement l'entreprise et de partir. Et ils ont laissé les gens sur l'île avec plus d'emploi et la seule chose que les gens connaissaient, savaient faire, c'était de la pêche. Ils vivaient de la pêche. Ils sont au large de Terre-Neuve et Labrador. Ils ne sont pas directement rattachés. Donc, c'est une île qui est séparée. Le gouvernement de l'époque leur a dit, vous déménagez sur le continent ou bien vous vous organisez avec vos problèmes sur l'île. Les gens se sont dit, ben oui, mais nous, nos racines familiales sont là, on a nos maisons là, on va arriver sur la grande île de Terre-Neuve, sur la Terre, le continent, et là, on va se retrouver à recommencer à zéro. Donc, les gens ont décidé de se mobiliser et ils ont créé eux-mêmes leur coopérative. C'est devenu une coopérative. Et là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à diversifier leur pêche. Et ils ont commencé à se trouver des marchés. Et ensuite, ils ont commencé à bâtir des bateaux. Puis ensuite, ils ont eu besoin de bateaux plus gros. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les gens se sont mobilisés et ils ont eux-mêmes remis en fonction la coopérative. Et ce qui a fait que le besoin local a créé cette solidarité-là qui a amené la coopérative à se développer. Et aujourd'hui encore, cette coopérative-là existe. Elle va fêter son 60e en 2027. Elle fonctionne très bien. Puis on a des exemples, nous, dans le secteur coopératif en Ontario français. Puis je pense que vous êtes encore mieux que moi pour les nommer. Puis j'en ai mis quelques-unes, mais une qui est une coopérative à succès, puis que votre directeur général, Julien, est derrière ce projet-là. Je me souviens quand ça se passait, quand j'étais présidente du CCO, c'était avec la coopérative funéraire, puis les succès qui ont été associés à cette coopérative-là, qui est encore très, très prospère aujourd'hui, et qui a fait en sorte que le prix des arrangements funéraires et de tout ce qui touche au décès, les prix ont beaucoup baissé
et il y a une collectivité de personnes qui en bénéficient. Vous avez la Maison verte, vous allez avoir une présentation tout à l'heure sur la Maison verte. La Maison verte, c'est un exemple extraordinaire d'un problème qui existait où on a trouvé des solutions, on a cherché des solutions et c'est devenu une entreprise prospère. Il y a la même chose avec le groupe Convex. Il y a la coopérative d'alimentation de Moonbeam. Il y a toutes les coopératives d'habitation qui ont été créées au cours des années et qui aujourd'hui, vous écoutez le gouvernement qui recommence à parler des coopératives d'habitation en disant que c'est un modèle qu'on n'aurait jamais dû abandonner. Donc, il y a toutes sortes d'autres alternatives qui existent pour où le secteur coopératif, où la prise en charge par les gens vient aider à l'enrichissement collectif et ça préserve aussi les communautés. Et il y en a beaucoup de projets. Puis, dans les différentes questions que j'avais à répondre ce matin, parce que j'avais quand même, je voulais commencer avec ces quelques exemples-là, et je sais que dans le travail que vous faites, vous le faites de façon quotidienne, en accompagnement et en expertise. Puis ce qui se produit, parce qu'au début, quand j'ai commencé, je vous parlais des faillites, des fermetures d'entreprises, le manque de relève, et c'est dans les domaines dans lesquels vous travaillez et qui sont tellement importants. Donc, une des questions que j'avais, comment j'ai vécu l'évolution du secteur de l'économie sociale en Ontario? J'ai toujours travaillé dans le domaine de l'économie sociale quand j'étais dans le secteur des caisses populaires, mais c'est parce que j'ai fait beaucoup de prêts. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine du prêt, travaillé avec des entreprises qui essayaient de démarrer. On a travaillé avec les entreprises coopératives et je me souviens, quand j'étais à la Caisse populaire Saint-Charles, là, mais ça date de 79 à 86. Et c'est là que j'avais rencontré Ethel Côté. Et Ethel, à ce moment-là, avait travaillé sur deux choses. Elle travaillait, entre autres, là, parce qu'elle travaillait sur bien d'autres affaires, là, mais c'était garderie coopérative et l'autre, c'était une coopérative d'habitation. Et dans les deux cas, il y a beaucoup de travail qui avait été fait par elle dans ce dossier-là, puis qui a fait en sorte qu'à Vanier, il y a une coopérative d'habitation et vous avez aussi euh, d'autres coopératives qui existent. Donc, elle était là et ça faisait partie du financement que l'on faisait. Pourquoi c'est important pour moi de participer à l'organisation à Impact Ontario? Vous avez tellement de travail à faire, il y a tellement d'opportunités et le plus grand défi qu'on a tout le temps en économie sociale, parce qu'aussitôt que vous parlez d'économie sociale, les gens associent ça au bien-être social, mais le bien-être social n'a pas toujours ça n'a pas une bonne presse. Quand on parle de bien-être social, on parle de gens qui sont sur l'assistance sociale, alors que nous, quand on parle d'organisation sociale, on parle d'organisations qui sont là pour les sociétés, pour la société, et qui sont là pour aider à améliorer le sort des gens qui font partie d'une société, d'une communauté. Et c'est toujours associé aussi au travail de comment on enseigne, comment les gens apprennent à connaître le secteur, comment on fait. Et on est pionnier depuis longtemps. L'un des plus grands défis que l'on a, c'est de faire connaître le système, mais il faudrait qu'il soit enseigné dans les universités, dans les collèges. Et c'est encore le système capitaliste qui est enseigné. On parle d'oligarchie, on parle de monopole, on parle d'entreprises capitalistes. On laisse très peu de place aux entreprises coopératives ou aux entreprises collectives et on ne parle pratiquement pas d'économie sociale. Peut-être que ça a changé depuis le temps, là, mais il y a 10 ans, quand j'ai fait mon MBA, on n'en parlait pas plus. Donc, ce serait, je pense, important qu'on revienne ou qu'on le ramène et que ça fasse partie des curriculums d'enseignement. Pourquoi c'est important pour moi de participer à Impact ON? Vous avez un mandat qui est très, très grand. Puis, dans les choses que vous faites, vous faites de l'accompagnement, de la création du développement d'entreprises sociales et coopératives. Puis ça, c'est extrêmement important. Et cet accompagnement-là fait en sorte que que vous contribuez de façon quotidienne au démarrage d'entreprises et à l'évolution de beaucoup d'entreprises en Ontario. Puis on a des opportunités présentement.
Vous parlez beaucoup de formation, l'entrepreneuriat social et collectif, puis vous travaillez beaucoup aux revitalisations des communautés, puis dans le renforcement des capacités de vos communautés. Puis ça, c'est un travail, je vous admire de faire ce genre de travail-là, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez des valeurs profondes qui sont associées au bien-être collectif, au lieu que ce soit juste un bien-être individuel. Et ces valeurs-là font en sorte que on arrive à mon âge, dans une autre carrière, où on est extrêmement fier d'avoir contribué de toutes sortes de façons au mieux-être des Canadiens. Moi, je regarde, je me pose des fois la question à ceux qui ont des milliards de dollars, là, puis qui ne savent pas quoi en faire, là, et puis qui en veulent encore d'autres. Ils ne pourraient pas mettre cet argent-là au service de causes qui sont nécessaires pour la société aujourd'hui? C'est toujours la question que je me pose et je me pose même la question si j'étais millionnaire, même pas milliardaire, si j'étais millionnaire, j'aimerais pouvoir prendre mon argent et pouvoir aider. Puis un des endroits où j'aiderais en tout premier, c'est tout ce qui touche les besoins des femmes, toute la violence qui est faite aux femmes, problème de logement aujourd'hui, problème de nourriture, les enfants qui ne mangent pas. C'est tous des endroits où on peut faire une différence. Donc, à la fin de tout ça, quand je regarde l'économie sociale et le développement en Ontario et en Ontario français, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de places où vous pouvez continuer votre excellent travail. Puis, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans toute ma vie professionnelle, puis je l'ai toujours dit, surtout dans le secteur coopératif, mais même encore maintenant que je suis au Sénat, c'est que la personne a toujours été au cœur des choix que je faisais, que ce soit pour les entreprises, c'était toujours la question de la réussite des personnes, puis la réussite des collectivités. Puis c'est de mettre de l'argent au service des personnes et non pas les personnes au service de l'argent. Donc, c'est ce rayonnement-là qu'on a besoin de faire connaître. Puis, on connaît aussi les défis auxquels notre société est confrontée aujourd'hui. Ou confrontée, des fois, j'aime pas le mot parce qu'on parle de plus de combats, mais on sait que depuis plusieurs années, on le sait, la population est vieillissante, puis que ça apporte des défis à notre pays. On sait que les besoins pour nos jeunes familles sont importants. On sait que les besoins pour les personnes âgées sont en croissance. On sait qu'un nombre important d'entreprises cherchent la relève et qu'ils ne trouveront probablement pas. On sait qu'un bon nombre d'entreprises vont faire faillite au cours des 2 prochaines années si nous ne trouvons pas des solutions. Puis on sait que le gouvernement fédéral est très attentif à ça avec les changements qu'il apporte. Et on sait aussi que tout le travail que vous faites en économie sociale fait une différence dans la vie, que ce soit dans une entreprise ou dans 25 ou dans 50. Le travail qu'on fait en économie sociale, c'est un travail qui sert à l'enrichissement collectif. Et pour ce 60e, j'en souhaite encore 180 années de plus, et plus à Impact ON en francophonie. Et je vous souhaite énormément de succès. Puis vous avez un modèle qui est bon, qui est juste, puis de très belles valeurs. Fait que je vous remercie de l'invitation, puis c'est toujours un plaisir de parler de l'économie sociale, du secteur coopératif et surtout en français et en francophonie. Alors, je vous remercie de l'invitation. Merci à vous, Madame Mention, pour ces beaux mots-là. Ça va nous vraiment tenir pour les prochains 120, 130, 160 ans. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, passons maintenant à la suite, qui est le panel sur la longévité dans l'économie sociale. Et nous avons un cadeau pour vous. 3 membres de la communauté francophone active dans l'économie sociale et qui représentent aujourd'hui les entreprises d'impact avec une longue expérience sont là pour nous partager leurs perspectives sur la question de longévité et la durabilité. Pour nous aider de le faire, j'invite Sébastien Pérouse, producteur à ONFR chez TFO,
et notre modérateur aujourd'hui sur scène. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. Alors, encore quelques petits mots. Sébastien est natif à Annecy, dans les Alpes françaises. Après des études d'histoire et un master en histoire politique et en journalisme, il est arrivé au Canada en 2009. Après avoir vécu 1 an à Vancouver, puis quelques mois à Toronto, puis à Montréal, donc il a vu tout le pays, il s'est enfin installé à Ottawa en mai 2011. En Ontario, il a d'abord été journaliste pour Le Reflet dans l'Est ontarien, puis pour l'Express d'Ottawa de septembre 2012 à décembre 2014. À partir du janvier 2015, il a rejoint la franchise naissante ONFR chez TFO. Il est devenu rédacteur en chef en 2016 et finalement producteur en 2021. Donc, ce média dont il a la responsabilité a pour mandat de couvrir l'actualité politique et culturelle pour les Franco-ontariens. Il est également auteur, avec 2 livres à son actif, entre parenthèses aux éditions Prise de parole, publié en 2016. Cet ouvrage a notamment été finaliste pour le prix de livre d'Ottawa en 2017. Et 2 heures avant la fin de l'été, en 2013, et son second roman. Bon, beaucoup encore plus, on peut dire, par rapport à Sébastien, mais on va peut-être s'arrêter là. Messieurs, la parole est à vous. Merci beaucoup, Paula. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir 3 invités qui vont partager ce panel jusqu'à 10h15 et pas n'importe quels invités. On peut les présenter, puis peut-être commencer par Madame Mireille Morissette, qui est originaire de Hearst et qui occupe le poste de directrice générale de la Maison Verte à Hearst depuis 2020. Juste pour vous rappeler, donc la Maison Verte, c'est une entreprise sociale et francophone qui appartient à l'association Parmi Elles, un organisme à but non lucratif. Elle existe depuis 1983 et elle a pour but d'encourager l'emploi des femmes dans un milieu de travail stimulant où la coopération et l'innovation sont favorisées. Donc c'est un beau mandat qu'a cette entreprise. Notre deuxième intervenante du panel, c'est Carline Zamar. C'est un nom qui est connu dans la francophonie. Elle est la directrice générale du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, et ce depuis 2019. C'est une leader visionnaire et elle a tissé des relations dans le milieu francophone qui sont maintenant importantes pour la mission du MOFIF. Elle amène vraiment sa passion, ses connaissances et beaucoup de choses encore. Elle a été récompensée par plusieurs récompenses. On peut citer par exemple un prix à la soirée Saphir en 2021, ou encore elle a été lauréate du prix Leadership 2022 au sommet des femmes de la diversité. Donc c'est ça. Et troisième intervenant, Patrick Terrien, qui est directeur général de la Coop d'Embrun depuis 2015. Patrick Terrien est très connu, c'est un visage de l'Est ontarien, et lui préconise vraiment le processus de planification stratégique dans les coopératives, et il accorde un rôle crucial dans la prise de décision au sein du paysage agricole complexe de l'Ontario. Voilà, peut-être une première question assez ouverte, mais si on devait donner la mission de votre organisation ou entreprise d'impact, on peut dire que ce qui vous regroupe tous les trois, c'est que vous êtes à la tête d'une entreprise d'impact. C'est la mission première depuis la création, ça serait lequel et pourquoi? Est-ce que je commence? C'est correct si je prends parole? Oui, tout à fait. OK. Tu l'as bien expliqué au départ. Donc, la Maison Verte, initialement, a été fondée par l'association Parmi Elles. Au départ, c'était justement pour créer de l'emploi pour les femmes dans l'industrie forestière dans notre communauté. Vraiment, la communauté de Hearst et le nord de l'Ontario dépend beaucoup de l'économie forestière. Donc, c'était de trouver un projet qui pouvait impliquer les femmes dans ça, dans les années 80. Depuis les dernières années, je dois avouer que le mandat, c'est encore ça qui est écrit sur le site web, oui, mais ça a un peu changé à cause que les besoins de la communauté ont changé. Dans le fond, comment qu'on regarde ça aujourd'hui, c'est vraiment
créer et maintenir de l'emploi local pour des personnes que des fois, ils font obstacle à ils ont des obstacles à l'emploi, dans le fond. Fait que c'est pas nécessairement juste à des femmes, ça peut être des personnes qui n'ont pas d'autres chances ailleurs dans la communauté et la Maison verte leur donne cette chance-là et leur permet de retomber sur leurs pieds et de se réintégrer sur le marché du travail. Fait que ça reste la création d'emplois, mais on a un petit peu tweaké ça depuis les dernières années, là. Merci beaucoup. Monsieur Terrien, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, nous partager un peu la vision de votre coopérative? Oui, oui, ça va me faire plaisir. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité, là. Je suis vraiment fier de pouvoir participer à ce panel aujourd'hui. Je vois plusieurs visages que je reconnais, là, donc ça fait vraiment plaisir d'être là. Ben, un peu comme disait Mireille, je pense que notre mission a changé à travers les années. Si on regarde Coop Embrun, c'est 80 ans d'histoire. À la base, c'était un petit groupe d'agriculteurs francophones de l'Est ontarien qui cherchaient une façon d'assurer l'approvisionnement en produits et services pour leurs fermes. Donc ça, c'était il y a 80 ans passés. Si on avance 80 ans plus tard, Coop Embrun, maintenant, on fait partie d'un des fournisseurs à la clientèle agricultrice de la région. Donc, vraiment, oui, ça a changé. On est encore là pour répondre à un besoin, mais on se doit d'assurer d'être efficace, d'être compétitif pour offrir une valeur ajoutée. Donc, il faut qu'on continue à offrir une valeur ajoutée. Il faut que nos membres, nos clients, euh, reconnaissent, tirent avantage de cette valeur ajoutée qu'on a à leur offrir au quotidien. Évidemment, depuis ce temps-là, la gamme de produits et services a élargi. On s'adresse aussi aux citadins. Alors, vraiment, si j'avais à résumer la mission ou le besoin auquel on essaie de répondre, à la base, c'était vraiment pour assurer un produit à une clientèle qui n'avait pas de choix. Maintenant, c'est qu'on est dans un environnement beaucoup plus compétitif, donc on doit s'assurer d'être efficace, compétitif et d'amener une valeur ajoutée pour que les membres continuent à avoir un intérêt envers leur coopérative. Merci beaucoup, Monsieur Terrien. Juste un petit rappel, Madame Zamar n'est pas encore avec nous. Elle a des petits problèmes techniques. Elle devrait être avec nous sous peu. Une question encore. Puis Madame Moncion le rappelait dans son allocution. Madame Moncion parlait d'entreprises de plus en plus capitalistes, mais justement, ces entreprises sociales s'opposent quelque part à ce modèle individualiste, euh, capitaliste. Mais alors que le monde tend de plus en plus à être comme ça, alors finalement, quelle est la recette pour les entreprises sociales pour durer et de résister donc à cette épreuve du temps, puis à ce rouleau compresseur capitaliste? Comment vous faites, vous, au quotidien dans votre entreprise? Peut-être commencer par Madame Morissette. Ben, je pense qu'elle le dit un peu, en s'opposant un peu au modèle capitaliste, à l'individualisme. Euh, on pense à nos communautés et évidemment, la communauté est redevable à ça. On ne fonctionne pas pour remplir les poches à personne. Je veux dire, on appartient à l'association parmi elles, mais tous les profits de la Maison verte sont régénérés dans l'entreprise, dans la création d'emplois, ou par exemple, on fait la production de légumes, mais c'est pas quelque chose qui nous rapporte des revenus. C'est juste pour que dans le nord de l'Ontario, on puisse avoir des tomates fraîches et des bons cocombes en été, là. Fait que c'est tout l'aspect communautaire vraiment qui fait qu'on réussit. C'est parce qu'on a le soutien de la communauté. Les gens croient en nous. Ça l'aide beaucoup. Fait que vraiment, en se tenant les coudes, tant qu'à moi, c'est ça la recette secrète. Je pense pas qu'on pourrait réussir tout seul. Fait que je te dirais que le fait qu'on n'est pas dans un système, on n'a pas la mentalité capitaliste fait qu'on survit, dans le fond. Et vous dites aussi, on est dans un système de communauté, donc c'est aussi ça qui aide à Hearst. C'est ça, oui. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Monsieur Terrien, vous, avec votre perspective plus de coopérative et plus à Embrun? Ben, c'est sûr qu'en Brun, une coopérative de notre envergure, on peut avoir là d'une organisation capitaliste. Alors, je vais tout de suite replacer peut-être la vision ou l'image qu'on peut avoir sur les gens de l'extérieur. Coop en Brun, c'est une organisation qui est très solidement ancrée dans sa communauté. Et ce qui a fait qu'on a duré à travers les années, c'est que les trop perçus, les profits, les dollars que nous avons générés à travers les années
ils ont été en grande partie réinvestis dans la communauté. Donc, si on regarde notre organisation là, au fil du temps, au cours des 80 dernières années, ces investissements-là ont toujours été faits pour la communauté, qu'on parle au niveau de l'alimentation, des services pétroliers, de l'alimentation animale. Pour ceux qui n'ont jamais visité Embrun, tous les dollars ont été réinvestis ici pour offrir des services et des produits à nos membres. Et je vous dirais que ça fait 20 ans là, que je suis dans la gestion de coopérative et je remarque que les gens vont valoriser davantage le lancement d'un nouveau produit, un investissement local dans une bâtisse ou un équipement versus une ristourne à la fin de l'année. Ça, pour moi, ça a été une révélation, surtout dernièrement. On l'a vu, là, on a un peu changé notre stratégie à ce niveau-là parce que les gens nous en parlent davantage. Réinvestissez dans nos produits, dans nos services. Donnez-nous plus de services. Et ça, pour moi, ça a été une révélation, surtout dernièrement. Donc, ce qui a fait le succès, c'est vraiment d'avoir réinvesti localement pour les membres. Très bien. Tous les deux, vous avez comme point commun d'être dans une région, on va dire, très francophone. Hearst, on sait qu'il y a 85% de francophones. Embrun, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il y a quand même une bonne proportion de francophones. Je vais pas m'avancer, je vais dire entre 40 et 60%, mais quand même, la francophonie est importante à Embrun. L'identité des entreprises sociales en Ontario, des coopératives, a toujours été très liée à la francophonie ontarienne. Est-ce que c'est encore le cas maintenant, selon vous? Ce lien entre la francophonie et les entreprises sociales? Mais je pense, Vas-y, ouais. Je pense que le point commun qu'on a définitivement, c'est notre résilience. Je veux dire, on ne se le cachera pas, la communauté franco-ontarienne, on n'a pas toujours été appréciés. Puis un peu, c'est un peu semblable pour notre entreprise sociale. Si je parle pour la Maison Verte, on est un exemple de résilience dans la communauté, de la preuve qu'en travaillant ensemble, qu'en investissant dans quelque chose, on peut créer quelque chose dans la communauté qu'il n'y a pas ailleurs. On a la capacité vraiment, on ne le réalise pas tous encore, mais on a la capacité de répondre à nos propres besoins, de favoriser l'autonomie. C'est juste de continuer à travailler et de voir un futur où on est plus autonome, même si qu'on est loin, on est capable de faire autant que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans le Sud. Puis je pense vraiment que c'est ça qui est un point commun entre la francophonie et les entreprises sociales. C'est vraiment notre résilience. Comme qu'ils disent, on est des Gaulois. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. C'est le point commun que je vois dans le fond. Sébastien, en me posant la question, puis en mentionnant le 60-40%, tu touches un point qui est très sensible pour l'Est ontarien. Tu as travaillé pour le Reflet, donc tu connais l'importance de la langue française dans l'Est ontarien. Il y a vraiment un enjeu. Puis, on a vu ce changement-là au cours des 10 dernières années. Je l'ai vraiment observé. Donc, je peux vous dire tout le monde, qu'il y a 10 ans, on avait peut-être une prédominance de francophones dans notre entourage ici à Embrun. On était plutôt à 60%. Et puis, je dois vous avouer que dans les 10 dernières années, je pense que ça a basculé à 40 versus 60% d'anglophones. Donc, ce que ça a amené comme positif, c'est que ça nous a forcé à un peu changer notre façon de faire. Coop Embrun était une organisation surtout perçue par des francophones. On a un peu changé cette image-là avec le logo, si on veut. On a le fameux l'épi de maïs entre le CO et le OP. Au conseil d'administration, lorsque nous avons revu nos règlements administratifs, on a demandé maintenant que quand un nouvel administrateur se joint au conseil, qu'il soit bilingue. Donc, on ne privilégie pas ni le français ni l'anglais. On demande que les gens soient bilingues pour être le plus représentatif de nos membres. On s'adresse aux communautés francophones et anglophones de façon vraiment égale. Et je dois vous dire que si on ne choisissait pas de s'adapter à cette réalité au niveau de la langue et du développement démographique de la région, ça serait un peu de faire un pas vers l'arrière. Donc, ça a vraiment évolué au cours des 10 dernières années. Puis je dois vous dire que ce qui a été l'élément déclencheur, comme je mentionnais, c'est le développement démographique. Donc, on doit s'adapter à cela. Mais ceci étant dit,
Nos réunions du conseil d'administration sont 100% en français. La plupart de nos documents ici sont en français. Par contre, on a plusieurs partenaires de l'extérieur qui s'adressent en anglais seulement et ça ne nous empêche pas de faire affaire, de discuter avec eux. On a des employés maintenant qui sont unilingues anglophones. Donc, nos stratégies de communication à l'interne, notre journal interne pour les employés ou nos médias sociaux, maintenant, ça se fait dans les deux langues. Vous citez donc l'enjeu linguistique inhérent donc à la coopérative d'Embrun, mais est-ce que tous les deux, vous avez d'autres enjeux aujourd'hui en 2024 avec vos entreprises qui ne se posaient peut-être pas il y a 10 ou 15 ans ou qui sont apparus ces dernières années? On a possiblement les mêmes enjeux. Je constate qu'il est en agriculture aussi, je veux dire. C'est vraiment pas facile les dernières années. Je suis à la direction de la Maison Verte depuis fin 2022. La pandémie a en effet devancé un problème au niveau surtout des coûts de production pour notre projet de production de semis. Donc, j'en ai pas trop parlé dans les détails, mais la Maison Verte, on est reconnu pour notre production de semis forestiers destinés au reboisement des forêts. Donc, ce projet-là a toujours été la vache à lait, dans le fond, de la Maison Verte, qui nous permettait de faire des projets comme le potager, la production de légumes et le magasin. Donc, ce projet-là permettait à ces autres projets-là de survivre financièrement en payant les coûts de chauffage, tout autre coût de production qu'ils ne seraient pas capables d'absorber par eux-mêmes. Par contre, avec la pandémie, les coûts de production ont augmenté de façon ridicule. On parle d'engrais, de fertilisants, de pesticides. Le coût de la main-d'œuvre aussi a énormément augmenté. Donc, le plus gros défi qu'on a présentement, c'est qu'on doit un peu réinventer notre façon de faire si on veut continuer à faire des semis-forestiers, parce qu'il faut trouver une façon de diminuer nos coûts. Reste que notre objectif, c'est toujours la création d'emplois, mais je dois avouer que dans les derniers 2 ans, ce que je regarde, c'est le maintien de ces emplois-là. Je ne cherche pas à en créer plus parce qu'on est dans un mode de survie, à vrai dire. Puis, c'est de trouver une façon de réduire nos coûts, soit en changeant nos méthodes de production. On fait les choses de la même manière depuis le dernier 30 ans. Donc, mon but, c'est de trouver une façon de changer tout ça pour qu'on puisse survivre, dans le fond, et continuer à offrir les services qu'on offre, comme la production de tomates et cocons. On a eu des décisions difficiles à prendre cette année, comme on ne fait plus le potager, justement parce que c'était un projet qui ne générait pas d'argent, mais qui était une dépense, qui a toujours été correcte parce qu'on est une entreprise sociale. C'est juste que là, financièrement, c'est difficile. Donc, il fallait trouver une façon de mettre ce coût-là sur pause pour aller de l'avant. Fait que je te dirais aussi, la relève, c'est ce qui est plus difficile. J'ai une main-d'œuvre de personnes qui travaillent ici depuis plus de 30 ans et je vais devoir remplacer un gros groupe de femmes avec des jeunes. Et malheureusement, l'intérêt pour l'agriculture est pas fort chez les jeunes à cause des salaires qui sont pas nécessairement compétitifs comparativement aux moulins. Fait qu'il y a beaucoup de défis à venir, mais je pense que c'est toutes des choses qui étaient inévitables puis que c'est possible de passer au travers de ça. Il faut juste se réinventer au niveau de la production, puis c'est sûr qu'on va avoir... On a la communauté qui nous soutient, il y a Impact qui peut nous aider avec la recherche, je veux dire. Le soutien est là, fait que je suis pas inquiète. Okay. J'ai cru voir que vos propos ont beaucoup résonné chez le public. Là, on sent que vous avez touché à des enjeux assez importants, la relève, les coûts de production. Monsieur Terrien, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est important pour vous, qui a un obstacle, ces coûts de production, cette difficulté de la relève dont parlait Madame Morissette? Bien, en me préparant hier, je voulais vous parler de notre vulnérabilité à la main-d'œuvre qui est spécialisée. Mais avant, j'aimerais revenir sur le commentaire de Mireille par rapport au coût des fertilisants, des semences. C'est vrai que depuis COVID,
on s'est rendu compte à quel point la chaîne d'approvisionnement était déjà extrêmement à son maximum et ça l'a brisé. Et la chaîne d'approvisionnement, on ne peut plus s'y fier autant qu'avant. Donc, ça a créé des enjeux au niveau des marchés, la volatilité. Juste pour parler des engrais, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'agriculture, une tonne d'engrais valait 500 et l'instant d'une saison, une tonne d'engrais valait 1000 le double. Alors, vous pouvez vous imaginer les coûts pour une ferme, à quel point ils peuvent augmenter, à quel point ça peut aussi avoir un impact sur la rentabilité d'une organisation en agriculture. Donc, vraiment, la volatilité, la chaîne d'approvisionnement à laquelle on ne peut plus se fier, encore aujourd'hui. Donc, on est très vulnérable à ça. Maintenant, si je reviens aux ressources humaines, les gens qui font que notre organisation, tous les matins, on est en opération, on est là pour nos membres, nos clients, c'est bien certain que c'est devenu un enjeu prioritaire. Je pourrais vous dire que pendant les 3 années de COVID, on ne trouvait absolument personne. COVID a passé, l'économie a ralenti un peu. Maintenant, on trouve des gens. Le défi, c'est de les garder. Puis, on vient de revoir notre plan stratégique, là. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut vraiment changer la façon qu'on travaille. Donc, c'est plus juste d'engager quelqu'un, lui donner un bon salaire, puis vas-y, ça va bien aller, on va se reparler dans 5 ans. C'est vraiment plus que ça marche. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens sont beaucoup plus exigeants au niveau de leur potentiel de croissance dans l'organisation. Donc, il faut aller plus loin au niveau de la formation, établir un plan avec eux, faire un suivi beaucoup plus serré. On se rend compte que bien souvent, c'est peut-être pas nécessairement le salaire qui est important, mais qu'est-ce qu'on prévoit accomplir ensemble avec cette personne-là. Donc, vraiment changer notre mentalité à ce niveau-là et évidemment être capable d'embaucher des gens compétents, bilingues, qui veulent s'établir en région. Nous, on est quand même à 30-40 minutes d'un grand centre. Vous savez qu'à Ottawa et à Montréal, les grandes entreprises et les gouvernements pour nous, c'est nos compétiteurs au niveau de l'embauche de main-d'œuvre. Donc, vraiment, il faut être capable d'offrir des conditions qui sont compétitives. C'est ça, un package compétitif, mais en même temps capable d'offrir, je pense, une vision que ces gens-là peuvent croître avec l'organisation. Et ça, c'est vraiment différent par rapport à il y a 4-5 ans. Il y a une volonté de croissance qui est dans les organisations qui est supérieure, c'est ça que vous nous dites? Bien, les gens ne veulent pas seulement avoir un emploi, rentrer de 8 à 5 du lundi au vendredi. C'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que ça va m'amener, comment je vais croître dans l'organisation, avez-vous un plan de formation, puis vraiment le why, pourquoi je viendrais chez vous. Alors, avant, moi, c'est nous qui interviewons les gens qui appliquaient à des emplois chez nous. Je veux dire que maintenant, c'est des gens qui nous passent en entrevue. Okay. Vous imaginez la différence? Et ça l'a changé dans les 5 dernières années. Les jeunes arrivent et c'est moi qui le passe en entrevue. C'est pas le contraire. C'est un enjeu qui vient se greffer sur celui de la relève dont parlait Mme Morissette. Exactement. Donc, il faut être capable de s'adapter à ça puis changer nos méthodes de travail. Chez nous, il y a 5 ans passés, on n'avait pas quelqu'un qui était une personne spécialisée en ressources humaines. Maintenant, cette personne-là, c'est une collaboratrice primordiale au succès de notre organisation. Il y a 5 ans passés, on faisait les embauches comme d'habitude. On affichait un poste, il y avait 25 personnes qui appliquaient, on choisissait la meilleure personne. C'est vraiment totalement différent. Je vous dirais qu'un emploi sur 2, maintenant, on doit passer par un chasseur de talent et on doit passer par plein de mécanismes d'affichage beaucoup plus coûteux pour trouver cette fameuse perle rare. Donc, la façon imagée que je présente ça aux gestionnaires aussi à l'interne, c'est avant, on allait à la pêche, on lançait une ligne, puis on essayait d'attraper la meilleure personne. Maintenant, on va à la chasse, on va vraiment cibler une personne avec le plus de potentiel, le plus de talent. Vraiment, on a complètement changé notre méthode. Et ça ne s'est pas fait en 20 ans, ça s'est fait en quelques années seulement. COVID nous a forcé un petit peu à modifier cette façon de faire. Justement, je voulais vous interroger tous les deux sur la COVID et puis on sait que ça a été un très gros enjeu là pendant plus de 2 ans. Est-ce que ça a changé des méthodes de travail? Est-ce que ça a bousculé un peu des croyances au sein de vos entreprises sociales?
Mireille, est-ce que tu veux que je commence cette fois-ci? Ouais, moi, personnellement, pendant la pandémie, ça a affecté définitivement le moral de l'équipe. On est habitué de travailler ensemble, proches, on fait de la mauvaise herbe un à côté de l'autre. Tu sais, c'était difficile au niveau du moral de l'équipe. Mais après ça, on ressent encore l'impact financier, mais j'ai pas l'impression que ça a affecté autre chose à part les ressources humaines aussi. Le monde a réalisé qu'ils veulent plus une flexibilité au travail. Je veux dire, là, on est encore le 5 jours, lundi au vendredi. Mais qu'est-ce que je remarque, puis qui est aussi une des façons qu'on recrute et qu'on est capable d'être compétitif, c'est qu'on peut offrir une flexibilité au niveau des heures de travail. On n'est pas barré sur le 8 à 5. Je veux dire, si tu es une mère de famille qui veut être là pour débarquer ton enfant à l'école, puis que tu veux être là pour aller le chercher, on ajuste les heures pour ça. C'est vraiment ça qui... On le faisait déjà, mais on le fait encore plus, je te dirais, depuis la pandémie. D'accord. Madame Monsion a dit une phrase qui m'a personnellement beaucoup marqué. Elle a dit il faut mettre il faut mettre l'argent au service des personnes et non les personnes au service de l'argent. Puis ça m'amène quand même à cette question. Est-ce que selon vous, les entreprises d'impact ont toujours leur place dans les communautés? Ben, de répondre non à ça, ça serait mortel. Oui, ça serait mortel. Je vais la reformuler autrement, vous avez raison. Pourquoi les entreprises d'impact ont toujours pleinement leur place dans leur communauté en 2024? Ben, je pense que les années dans lesquelles on vit prouvent à quel point c'est encore plus important d'avoir des organisations sociales où l'humain est au cœur des décisions. Je pense que COVID a renforcé ce lien-là aussi. Je pense aussi que les organisations sociales, coopératives, où l'humain est au cœur des décisions, c'est aussi des organisations qui réussissent à perdurer dans le temps. D'ailleurs, Mme Monson le mentionnait, plusieurs entreprises privées actuellement qui sont en train de se demander si elles vont survivre ou non parce qu'il y a un manque de relève. Moi, je suis de passage. J'ai remplacé quelqu'un qui était ici avant moi. Il va y avoir quelqu'un un jour qui va me remplacer. L'organisation ne m'appartient pas. Oui, on a un défi de relève, mais l'organisation appartient à la communauté. Elle n'appartient pas à une seule personne. Donc, on a un groupe, on a une communauté qui supporte qui supporte notre coopérative au jour le jour. Donc, je pense que si on continue à être à l'écoute de nos membres et qu'on continue de mettre nos décisions, d'investir ou de prendre des décisions pour les membres en fonction de leurs besoins, 80 ans d'histoire, pourquoi pas en brun, c'est très jeune encore. Madame Morissette? Ben, je pense pareil. C'est sûr que si ça serait de moi, toutes les entreprises fonctionneraient comme fonctionne la Maison Verte. Je veux dire, on vivrait dans un plus beau monde. Donc oui, les entreprises sociales, les coops ont leur place dans les communautés. J'espère qu'à l'avenir, ils vont prendre plus de place. J'espère qu'on va continuer dans 50 ans à entendre parler de la Maison Verte, mais encore mieux si qu'on entend parler de nouvelles entreprises sociales, de nouveaux groupes qui se forment justement pour aider les besoins de la communauté sans nécessairement prioriser se remplir les poches. C'est de valeur qu'on vit dans une économie capitaliste. C'est de valeur que la majorité des gens mesurent leur succès avec qu'est-ce qu'ils se mettent dans leur poche, là, mais je veux dire, ça a la place plus que jamais, puis j'espère juste que ça va continuer de prendre plus de place et qu'on puisse vivre dans un meilleur monde qui mesure l'impact social, pas juste l'impact financier. Puis, c'est vraiment... C'est ça. On parlait des défis, mais il y a aussi des célébrations. Puis on célèbre cette année le 60e anniversaire de l'organisme Impact Ontario, qui s'est appelé jusqu'à l'an passé le CCO. Qu'est-ce que un organisme comme cela peut vous apporter vraiment au quotidien? Parce qu'on sait que vous travaillez
plus ou moins naturellement en silo. Je suppose que cet organisme permet de se regrouper, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects vraiment dont vous bénéficiez grâce à Impact Ontario? Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Je peux commencer. Je suis encore quand même nouvelle. Euh, je sais qu'au niveau des ressources, je veux dire, j'ai eu la chance de parler avec Paula et Annie de notre situation dans les derniers mois. Les ressources, les conseils, l'appui, n'importe quelle chose qui peuvent nous aider. Au niveau de la recherche aussi, dans le passé, je crois qu'ils ont beaucoup appuyé avec la recherche pour les options dans différents légumes qu'on pourrait produire. Par exemple, on est une petite entreprise, on est short staff, excusez-moi le terme. Donc, c'est fun de pouvoir avoir un soutien externe qui nous appuie parce que, je veux dire, c'est difficile de jongler la gestion d'une entreprise, les ressources humaines, euh, et devoir en plus de ça faire de la recherche. Là. Fait que pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois Impact. Puis aussi, juste j'ai découvert la coop d'Embrun aujourd'hui. Fait que juste ça, pour moi, c'est nouveau. Donc, je suis contente de voir que je suis peut-être d'autres liens de créer et d'autres contacts qu'on peut avoir pour s'entraider entre coopératives et entreprises sociales. Fait que je vois Impact comme ça, dans le fond. D'accord. Monsieur Terrien, est-ce que vous avez découvert la Maison Verte aujourd'hui ou... Oui, puis on va pouvoir se parler des règles. Ça va me faire plaisir. On aime ça, accueillir des gens chez nous, puis essayer de partager nos bons et moins bons coups, parce qu'on en a des mauvais coups des fois. Ouais. Euh, alors, pour revenir à la question de Impact ON, comment Impact ON peut nous être utile, nous servir? Bien, premièrement, moi, je suis vraiment fier d'être sur le conseil d'administration de Impact ON. J'en retire une grande fierté. Au travers des années, et 60 ans d'histoire pour Impact ON, ça démontre que Impact ON a su s'adapter à travers les années, selon les besoins des organismes que Impact ON dessert. Et Coop Embrun, on a fait appel à Impact ON à plusieurs reprises. Je pense que la toute première fois que je commençais ici mon rôle de direction générale, c'était pour la rédaction. On voulait peaufiner la rédaction de nos procès-verbaux. Ça a commencé comme ça. Et encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, on utilise la même méthode. Dernièrement, on a fait appel à l'équipe d'Impact ON pour la rédaction d'un prospectus, 2 prospectus même, les 2 premiers de notre histoire, si vous voulez, c'est une méthode pour une coopérative d'aller chercher du financement pour nos projets. Et ça a été un succès. Ça a été très long. On a tous été très patients, mais sans l'aide d'Impact ON, on aurait peut-être abandonné ou on sera peut-être encore en train d'essayer de faire accepter notre prospectus. Donc, on en a 2 depuis ce temps-là. Et enfin, un autre élément que j'ai en effet un peu allusion précédemment, mais on a également fait appel à Impact ON pour la révision de nos règlements administratifs, les fameux bylaws de Coop Embrun, qui était un peu une bête noire pour l'organisation. On ne voulait pas toucher à ça. Finalement, avec l'aide d'Impact ON, on était en mesure de revoir complètement nos règlements administratifs et de les faire approuver à la fois par le conseil d'administration, mais également par nos membres. Donc, vraiment, à chaque fois qu'on a fait affaire on a fait appel à Impact ON, ça a été un succès. On était chez de l'aide qu'on n'avait pas ici localement, l'expertise qu'on n'avait pas localement. Et je peux vous dire que régulièrement, je réfère l'équipe de Impact ON à des coopératives, non seulement des coopératives, mais d'autres organisations locales, qu'elles soient francophones ou anglophones, lorsqu'elles ont des besoins. Donc, je suis vraiment, vraiment satisfait, très fier de faire partie de l'organisation, être un client, mais aussi faire partie du conseil d'administration d'Impact ON. Ok, merci beaucoup. Et Caroline Zamar a finalement réussi à se joindre à nous. Bonjour, Madame Zamar. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment désolée pour ces défis. Non, voilà. Et ben justement, vous parlez de défis. J'ai une première question pour vous, peut-être parce qu'on évoquait les défis avant votre arrivée et les noms. Alors, on a parlé de la difficulté de la relève, des coûts de production,
l'enjeu linguistique aussi. Est-ce que vous, à la tête du MOFIF, vous avez des défis qui vous sont propres et que vous voulez nous partager? Merci, Sébastien, pour cette question. Définitivement, la relève, c'est un grand défi, mais pour une organisation à but non lucratif, je dirais la diversification des sources de financement est un défi quand on dépend un peu trop sur le gouvernement pour fonctionner. C'est pas forcément une bonne idée. D'où travailler avec une organisation comme Impact ON qui peut aider une organisation à but non lucratif à mettre sur pied des entreprises sociales. Ça permet de soutenir, c'est une belle façon de diversifier justement ces financements. Ça permet non seulement de soutenir l'organisation, mais surtout de faire travailler au fait pour nous, les femmes immigrantes francophones. Donc, on a plein d'idées, d'initiatives sociales que nous voulons mettre sur pied et on a très hâte de travailler là-dessus justement avec Impact Cohen, qui est un partenaire de longue date et on connaît la qualité du travail qu'ils font, que vous faites. Donc, il faut être créatif. Il faut être créatif. Le financement, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de ressources financières, on ne peut rien faire. Donc, trouver et les initiatives sociales aident d'avoir un double impact dans la vie de nos communautés et de nos organisations. Donc, c'est quelque chose que j'encouragerais tous nos partenaires à considérer au fait, s'asseoir avec Impact Cohen pour voir ben, qu'est-ce que je pourrais faire qui a un caractère, un impact social et qui peut en même temps aider notre organisation dans sa quête de pérennité. Je sais qu'il y a des questions du public, on va les prendre, mais j'ai juste une petite dernière question à Madame Zamar, juste Oui. en quelques mots. Si vous deviez dire le secret aujourd'hui, cette résilience des entreprises sociales, allez, 30 secondes en quelques mots, là, quel est ce secret au MOFIF, en tout cas, pour justement durer? Euh, pour durer, c'est vraiment l'impact, et je pense que Paco a vraiment bien choisi son nom, parce que ce qui nous fait durer, c'est c'est vraiment de voir le changement qu'on a dans la vie des femmes. Ça nous nourrit énormément, c'est ça qui fait qu'on se réveille le matin, et parce que c'est le travailler, une entreprise sociale et une organisation à but non lucratif, c'est pas du 9 à 5, c'est un engagement communautaire qui se renouvelle au quotidien parce que les défis sont nombreux et on doit se retrousser les manches, trouver des solutions de façon quotidienne. Et c'est vraiment l'impact de notre travail dans la vie des femmes, des communautés immigrantes qui nous donne envie de nous relever, qui nous rend créatifs et qui nous rend résilientes. En tout cas, pour nous, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Zamar. Je vous invite, si vous avez des questions, à lever la main ou vous pouvez les poser dans le lieu de clavardage, là, destiné à ça. Je regarde si des mains se lèvent. Oui, une question, Michael Norris, peut-être. Euh, oui, bonjour, vous pouvez m'entendre? Oui, on vous entend Oui, bien. excellent. Un grand merci à nos panélistes et à vous, Sébastien, pour l'animation. J'aurais une question peut-être plus orientée vers Patrick, mais j'invite quand même tous les panélistes de peut-être commenter. Je me souviens, Pas trop dur la en fait, question, j'ai hein? eu le privilège de travailler sur ce premier mandat, Patrick, comme tu sais, sur les règlements administratifs, grand plaisir de mon côté, mais je me souviens d'un commentaire que tu m'avais partagé à l'époque, qui était, tu sais que des fois, il y a des gens dans la communauté d'Embrun, puis en ayant visité Embrun, je peux le croire. Euh, mais il y a des gens qui disent de temps à l'autre, tu sais, la coopérative appartient à tout tu sais, dans la communauté, puis on les voit partout, puis c'est le grand monopole. Puis je sais que ça relève d'une éducation coopérative, mais que c'est un commentaire qui revient non seulement
tu sais, dans la communauté d'Embrun, mais dans d'autres communautés auxquelles ils ont des coopératives aussi, en ayant travaillé dans une communauté autochtone, s'il y a le même commentaire. Tu sais, la coopérative, c'est la grosse monopole qui existe ailleurs, qui va venir ici, qui va fournir un service. Quelle est la réponse, tu sais, que vous fournissez à ces gens-là lorsqu'ils vous font cette reproche ou ce commentaire-là, tu sais, qui est tout à fait empathique du fait qu'ils ne comprennent pas la réalité de ce qui est une coopérative et qui fait de l'espace pour ça, mais en tu sais, en les éduquant doucement. C'est une excellente question. Moi, ça me faisait de la peine quand j'ai commencé il y a 10 ans d'entendre que Coop Embrun, c'était presque la mafia du village, parce qu'on était impliqués dans tout. Et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, il n'y en a pas de réponse, c'est des gestes concrets qu'on fait. Tu sais, c'est de s'impliquer personnellement, pas juste l'argent puis des commandites qui vont régler ce problème d'image qu'on avait dans notre communauté. Puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé par à l'interne. Soigner notre image à l'interne avec les employés. Je me rappelle que quand on a choisi le nom de Coop Embrun, on a fait un sondage. On essaie de revoir en même temps la mission, la vision, les valeurs de l'organisation. Puis on demandait à nos employés, tu sais, qu'est-ce que tu sais de la coop? Connais-tu les divisions de la coopérative? Les jeunes étaient en majorité pas capables de nommer les 7 divisions dans lesquelles on était impliqués. Donc, on a vraiment commencé par travailler à l'interne, par des gestes concrets. Pas vraiment des paroles, des gestes, des actions concrètes. Puis travailler sur nos relations, donc à l'interne. Puis ensuite de ça, quand nos employés ont commencé à vraiment véhiculer une image plus positive, bien, ça s'est reflété dans nos clients, la famille de ces gens-là, les gens de la municipalité, les comtés de Prescott-Russell. Donc, vraiment, ça a été de peaufiner nos relations, entretenir nos relations. Je ne peux pas te dire que c'est parfait encore aujourd'hui. Je l'entends des fois à la blague. Mais ça, vraiment, là, ça a été de walk the talk, comme on dit. Arrêter de le dire qu'on n'est pas une mafia, mais plutôt agir en conséquence. Ouais. Oui, allez-y, excusez-moi. Ben, écoute, Michael, tu touches vraiment, c'était une excellente question. Puis on travaille encore là-dessus. C'est pas parfait. Juste l'ampleur de l'organisation, ça peut déjà amener un certain préjugé, tu sais. Puis je l'ai dit d'entrée de jeu, oui, Coop Embrun veut générer des revenus, mais c'est pour les membres. C'est ça qui fait toute la différence. Mais c'est tout qu'un travail de changer cette image-là de la grosse organisation mafieuse du village. Je peux vous dire ça. Et ça commence par le conseil d'administration, ça commence par le directeur général qui doit agir en conséquence aussi. Et puis là, ça se reflète dans le restant de l'équipe. Merci beaucoup, Monsieur Terrien. Madame Apnen? Merci, Madame Happenen. Merci, Monsieur Pérouse. Alors, donc, j'avais 2 questions, mais Patrick en a répondu la première. Donc, je voulais poser des questions sur le sens d'appartenance que vous avez créé. Toi, certains gestes concrets sont comme investir dans sa communauté et créer des emplois. Mais quels sont les autres? Donc, quelles sont les autres choses que vous faites? Donc, le MOFIF, la Maison Verte, la coopérative Embrun et d'ailleurs d'autres participants dans le groupe. Qu'est-ce que vous faites quels sont les gestes concrets ou même moins concrets pour renforcer ce sens d'appartenance? On a utilisé des mots comme soutien, on a utilisé des mots, etc. Mais tu vois, il y a quelque chose, c'est une nuance là. Donc, quelles sont les choses que vous faites pour augmenter ou améliorer ou renforcer ce sens d'appartenance dans vos organisations? Je pourrais commencer si ça vous convient. Oui, allez-y, Madame Zana. OK, merci pour cette question, Paula. Nous, on est vraiment très, très à l'écoute des communautés que nous desservons et on veut être vraiment au cœur de nos communautés. Quelles que soient les actions que le MOFIF entreprend, c'est une initiative sans besoin qui a été exprimée par les femmes elles-mêmes. Donc,
Oui, on a nos projets pour lesquels nous recevons des financements, mais on fait aussi très attention d'être à l'écoute des femmes qui ont des idées qui ne demandent pas forcément beaucoup d'argent, des initiatives, des choses qu'elles ont envie de mettre sur place, qui sont souvent de l'ordre de l'événementiel et qui sont importantes pour elles. Donc, on essaie aussi de mettre nos ressources à contribution pour qu'elles puissent mettre sur pied des initiatives qui sont importantes pour elles. Et au-delà d'une commandite, que ce soit de mettre nos ressources humaines, que ce soit que je m'asseye moi à la table à les aider à développer un concept et mettre la main à la pâte avec elles pour leurs propres idées qu'elles ont envie de réaliser. Donc, on a des situations récurrentes comme ça et la femme adore ça. Elle voit qu'on est vraiment là pour les aider au-delà même de notre programmation à nous. On essaie quand on peut de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment les aider à mettre sur place. Et parce que le sentiment d'appartenance, les femmes ont besoin de savoir qu'on travaille non seulement pour elles, mais aussi avec elles. Donc, et ça, je ne parle pas que des femmes immigrantes, mais je pense que c'est à cette même réalité pour la francophonie en général, ce par pour et avec. Le avec n'est pas souvent présent et quand qu'on trouve des opportunités pour renforcer ce avec, on devrait vraiment sauter là-dessus. Donc, le avec, c'est laisser le leadership au groupe que nous soutenons et d'être au service et d'aider parce que cette francophonie, pour qu'on sente qu'on fait partie, on doit aussi avoir de la place d'exercer. Il faut aussi laisser de la place à tout le monde, pardon, pour exercer leur propre leadership et de leur donner les moyens de trouver des solutions, de tester des solutions pour les besoins qu'elles ont elles-mêmes identifiés ou que des membres de la francophonie ont identifiés. Merci. Je ne vous entends pas, Sébastien, vous êtes en sourdine. Oui, oui, j'étais en sourdine, désolé. Merci beaucoup, Madame Zamar, pour ces propos inclusifs. Question de Stella Diebou. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, Sébastien, tu prononces bien. Bonjour à tous et je remercie beaucoup les intervenants pour leur participation parce que j'apprends beaucoup de vous. Aujourd'hui, j'ai deux questions. Comment est-ce que vous faites pour mesurer votre impact social? Parce que à la base, quand vous créez ou vous mettez sur pied vos initiatives, vous avez comme vos objectifs ou bien vous êtes en train oui, d'aller vers un certain horizon. Comment est-ce que vous vous dites à la fin que ce que vous vous avez dit a vraiment de l'impact sur les personnes? Est-ce que c'est en fonction des feedbacks? Est-ce que c'est en fonction de l'évolution que vous voyez sur vos clients ou dans votre société? Et ma seconde question est, euh, avec la COVID ou bien d'autres événements qui surgissent dans le monde aujourd'hui, comment est-ce que vous parvenez à pouvoir maintenir ces objectifs-là? Est-ce que vous faites plus de partenariats entre vous, les entreprises sociales, pour être plus solides, ou bien comment est-ce que vous parvenez à combler ces défis et garder vos objectifs? Une double question très pertinente. Je ne sais pas qui c'est qui veut se lancer en premier. Moi, je perds le focus assez rapidement, donc je me rappelle la deuxième question. Sur les partenariats, on précise. Oui, c'est un mot, c'est un élément important que vous amenez, c'était là. J'ai l'impression que je répète toujours la même chose, mais Coop en est aussi fort que les partenaires avec lesquels elle travaille. Donc, que ce soit avec Impact ON ou chacun des partenaires, les gens qui nous approvisionnent en produits et services, si ce n'était pas d'eux, on n'existerait pas. On ne répondrait pas aux besoins de nos membres. On est dans un monde tellement complexe, il faut s'associer aux meilleurs, les spécialistes, les pros. Et malgré le fait que Coop en Brun, c'est une assez grosse coopérative, moi, je trouve encore aujourd'hui qu'on est petit et qu'on a besoin de s'associer à des plus grands que nous pour avoir du succès. Donc, le succès qu'on a aujourd'hui, je le dois grandement aux membres, mais aussi aux partenaires avec qui on s'associe. Et je vous dirais qu'on ne prend jamais rien pour acquis et on est toujours en train de se questionner à savoir si un partenaire ou un autre, c'est le meilleur choix. Donc, on est très loyaux envers eux, mais on se questionne toujours quand même. On ne prend jamais rien pour acquis.
Ne jamais Merci. rien prendre pour acquis. Merci beaucoup. On va laisser... J'aimerais aussi, est-ce Oui, que je oui, peux oui. aussi Je disais répondre? simplement, on va laisser 5 minutes pour les questions, mais allez-y, Madame Zamar. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, Stella, merci pour ta question. Donc, au point de vue de comment est-ce qu'on mesure l'impact, tous les projets que nous mettons sur pied ont des indicateurs qui sont très clairs au niveau des indicateurs qualitatifs, des indicateurs quantitatifs, c'est-à-dire que l'impact peut être mesuré de façon très concrète. Et ça, c'est des mesures de rendement, des indicateurs, pardon, de rendement qui existent au sein de tous les projets. Donc, parce qu'on doit pouvoir, euh, pour parler d'un succès de projet, on ne peut pas en parler de façon anecdotique. Il faut venir avec des chiffres très clairs. Donc, par rapport à ça, Stella, je peux te rassurer que qu'un impact peut se mesurer, qu'il y a des moyens de le faire. Au niveau de la COVID, pour nous, c'était l'agilité. On a compris à quel point d'être une organisation agile est importante pour pouvoir pas rester figé. Il y a ce qu'on planifie dans le cadre de notre plan stratégique, mais il y a le besoin qui est devant nous. Donc, depuis là, l'agilité fait partie d'une des valeurs et de notre façon de travailler au MOFIF. On fait très attention d'avoir une structure qui nous permet de nous ajuster rapidement. Le COVID a montré la nécessité de pouvoir s'ajuster rapidement et COVID a montré la nécessité de vérifier sa pertinence. Donc, on vérifie notre pertinence de façon trimestrielle. Est-ce que ce que nous proposons répond à un besoin réel? Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon annuelle ou sur la vie d'un plan stratégique qui est quand même assez long. Donc, c'est quelque chose qu'on s'oblige à faire de façon trimestrielle. J'espère que ces pistes de réponse te convient, Stella? Oui, bien sûr, merci. Madame Morissette, est-ce que vous vouliez Oui, répondre à Stella? Allez-y. oui, si j'ai le temps. Vraiment, comment on mesure notre succès? Évidemment, vu que c'est la création d'emplois, on a beaucoup d'histoires de succès de personnes qui sont venues travailler chez nous et qui ont retombé sur leurs pieds, mais aussi, il ne faut pas oublier que on permet aussi un maintien du contrôle de la chaîne régionale pour la production de semis-forestiers. Il y a un gros producteur de l'Ouest canadien qui s'appelle le PRT qui prend un gros monopole de production depuis plusieurs années. Au début de la Maison Verte, on comptait 39 producteurs. Aujourd'hui, on en compte 7. Donc, ça démontre que notre façon de faire est une preuve de succès parce qu'on a réussi à rester sur la map malgré le monopole qui prend aussi de l'ampleur dans la région. Je veux dire, on a quand même des arbres qui se font pousser en Colombie-Britannique qui seront ensuite plantés ici dans nos forêts autour. Fait que juste le fait qu'on continue d'être capable de le faire est une bonne preuve de notre succès, là. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'une dernière question apparaît? Non. Sinon, avant de conclure, j'aimerais juste peut-être que nos trois intervenants nous disent en un mot comment ils voient leur entreprise sociale, s'ils devaient décrire leur entreprise sociale en un mot. Puis peut-être commencer par vous, Mireille, Madame Morissette. Ben, je pense que je l'ai dit souvent, résilience. Je veux dire, pourquoi on s'est toujours adapté. Chaque récession économique de l'industrie forestière a affecté la Maison Verte. On s'est toujours ressorti de ça en créant un autre projet. Fait que même si on était financièrement affecté, on a commencé à produire une tomate en 94. Ensuite, après 2008, on a commencé à produire le cocombe. Fait qu'on se retrouve un peu à le même moment présentement où ce qu'on doit faire preuve de résilience. Puis je pense que c'est vraiment ça qui nous représente bien. Puis je veux terminer en vous disant merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont écouté nos commentaires.
J'apprécie vraiment l'invitation et les découvertes que j'ai faites aujourd'hui. Donc, merci pour votre temps. Patrick Terrien, résilience a déjà été pris, donc vous devez choisir un autre mot. J'en avais 3, 4 à le mentionner, mais je vais y aller, je crois. Je vais y aller avec le mot changement. Changement, pour moi, c'est important. Changement, c'est quelque chose qu'on... We embrace change. Hein. On n'a pas peur de faire face au changement. Et c'est ça qui va faire, surtout dans le thème qu'on a aujourd'hui, c'est ça qui va faire que notre organisation va perdurer dans le temps, d'accepter de changer. Changement, résilience, Caroline Zamar, là, le choix se rétrécit, mais on vous laisse Innovant. le mot de la fin. Donc, Innovant. c'est l'innovation, donc de comprendre l'importance de l'innovation, de comprendre la force de l'innovation, de comprendre que cette innovation nous donne cette agilité et nous permet de rester pertinent. Donc, l'innovation, c'est vraiment quelque chose de primordial. En tout cas, c'est très important pour la pérennité d'une entreprise. Ça passe par l'innovation. Merci beaucoup. Innovation, changement et résilience. C'est un beau résumé. Merci, merci Paula Apnen et Impact Ontario pour l'opportunité d'animation, puis pour nous avoir partagé à tous votre ressenti, vos impressions, vos espoirs et vos ambitions. C'était vraiment très intéressant. Ça conclut ce panel qui a finalement duré 1 heure et qui a été très riche. Je repasse la parole à Paula. Merci encore. Merci à vous, Sébastien, et à tous nos panélistes aussi. Je sais que certains d'entre vous devraient partir rapidement pour autre réunions. C'est la journée internationale de la francophonie très chargée aujourd'hui. Mais donc, encore une fois, de la part de l'équipe de Impact ON et nos membres, merci pour vos interventions. Donc, et pour terminer, j'invite notre cher directeur général, Julien Jérémy, sur scène, il est là, pour le mot de clôture. À toi, Julien. Merci beaucoup, Paula, et merci beaucoup pour l'excellente animation aussi que tu nous as donnée toute cette matinée. Je pense que c'était très, très bien fait. Merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui. Donc, Paula, contrairement à toutes les autres personnes qui ont parlé, ne m'a pas préparé du script. Elle m'a dit, ben, tu feras une improvisation selon ce qui a été dit et ce que tu auras entendu. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je m'excuse d'avance si ça peut sembler un peu erratique dans la façon dont ça va d'un endroit à l'autre, mais ça va suivre relativement le fil de la discussion qui était le nôtre ce matin ici au courant des échanges. La première chose que j'aimerais relever ici en clôture, c'est les histoires inspirantes qui ont été partagées par notre grande alliée et amie de tous les temps, la sénatrice Lucie Mention, qui est une ancienne présidente de notre conseil d'administration, pour celles et ceux qui l'ont ignoré. Donc, c'est peut-être de bon augure pour notre présidente actuelle, si elle souhaite se lancer un jour dans la scène politique. Lucie nous a partagé 2 histoires qui étaient celles de la communauté de Kapuskasing d'une part et d'autre part celle de la coopérative de Fogo Island, Terre-Neuve et Labrador. 2 histoires qui à mettre en relation avec ce que les panélistes ont mentionné un peu plus tard, à savoir l'importance du changement que Patrick Terrien a mentionné, l'importance de la résilience que Mireille Morissette a mentionné et le rôle de l'innovation que Caroline Zamar a mentionné, qui peut nous permettre de dire qu'un peu en bout de ligne, qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée de nos entreprises à impact? Pour moi, comment je le représente sous forme artistique, d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est sous la forme d'un cercle où on a plusieurs étapes qui se succèdent et qui reviennent au début une fois qu'on a fait le tour du cercle. Et si je regarde ces étapes, c'est qu'on a dans un premier temps soit un instinct de survie ou un besoin qui s'exprime. Les deux, je les mets un peu ensemble parce que ça peut se manifester sous l'un ou l'autre aspect. Et c'est un peu l'initiation de notre processus de création d'entreprise à impact ou même de remodelage de notre entreprise à impact, c'est-à-dire lorsqu'on est déjà une entreprise existante et qu'on est en train de penser à une nouvelle problématique dans un cycle de développement. Suite à ça, donc cet instinct de survie et ou de besoin, la prochaine étape que je vois, c'est celle de la résilience, c'est-à-dire de se dire ici, OK, on a identifié qu'on avait ce besoin, qu'on a besoin de ceci ou de cela pour avancer. On peut effectivement attendre que quelqu'un, par magie, vienne répondre à la chose ici,
là où il y a une différence qui s'opère dans les personnes, les hommes et les femmes et toutes les personnes en fait là qui travaillent dans le secteur de l'économie sociale et coopérative des entreprises à impact, c'est qu'elles se rendent compte, ces personnes-là, qu'on peut nous-mêmes, individuellement et collectivement, faire un changement et donc répondre aux besoins qu'on a identifiés de prime abord. Et ici, c'est ça que pour moi, j'appelle la résilience, le mot qui a été aussi mentionné par Mireille Morissette dans sa présentation comme étant le mot-clé pour elle de la longévité des entreprises à impact, c'est qu'on est capable de se dire, c'est à nous-mêmes de prendre en main le besoin qu'on a identifié, parce que si on attend que quelqu'un d'autre le fasse, ben on va pouvoir attendre très longtemps avant que ça devienne la priorité de quelqu'un. Donc, on se prend en main et on le fait. La prochaine étape, que je vois ici, puis qui a été mentionné notamment dans différents groupes de ce que j'ai entendu ici, c'est le leadership, puis la prise de risque, qui selon moi vont un peu ensemble, c'est-à-dire de se manifester donc comme un groupe ou une personne ou un ensemble de personnes qui vont se prendre en main pour répondre à leurs besoins, mais qui vont le faire aussi en se disant, il y a peut-être un certain risque à prendre. Manifestement, dans les histoires qu'on a entendues, puis je parle par exemple de l'histoire qui était mentionnée par la sénatrice Lucie Mention, la coopérative de Fogo Island, lorsque ça a été démarré, c'était un risque énorme que de se dire, OK, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on va être laissé à nous-mêmes sur notre île et nous n'aurons plus de service. Évidemment, des histoires comme ça, on en a tout plein à raconter. On sait que ça a marché dans des cas. Il faut aussi se rappeler que dans d'autres cas, ça n'a pas toujours marché. Et c'est quand même important de le souligner et que lorsque ça n'a pas marché, en bout de ligne, on l'espère en tout cas, ça a pu permettre de créer de beaux apprentissages pour les instigatrices et les instigateurs de ce genre d'aventure-là. Une prochaine chose, une fois qu'on a pris ce risque-là, pour moi, c'est tout simplement ce que j'ai appelé l'épanouissement communautaire, ce qui veut dire qu'on arrive à un certain succès aussi dans notre aventure de création, de développement d'entreprises à impact, et qu'à partir de ce point-là, on va recommencer notre processus à zéro. Et ça, c'est ce qui est pour moi le message le plus percutant un peu ici, et c'est celui qu'aussi on essaie de livrer bien souvent dans nos différents programmes de pré-incubation et d'incubation en particulier, c'est le fait que le développement entrepreneurial est cyclique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de destination qui est jamais atteinte, parce qu'une fois qu'on a atteint une destination qui au final n'est pas la finale, mais une destination intermédiaire, on se rend compte qu'il y a d'autres objectifs qu'on va se mettre sur notre chemin. Et c'est ce qui fait aussi qu'on continue comme ça à exister, toujours à la poursuite de nouveaux objectifs et de ce fait à se développer comme personne, à développer nos communautés et nos organisations aussi au passage. Dans les différentes choses, évidemment, qui m'ont marqué aussi, sur lesquelles j'aimerais revenir ici aujourd'hui, c'est qu'on souligne cette année, vous l'avez compris, le 60e anniversaire de notre organisation d'Impact ON, anciennement le Conseil de la coopération d'Ontario, ou le Conseil de la coopération de l'Ontario, dans le nom commercial non enregistré, qui était le nom jusqu'en 2023 de notre organisation. Une histoire de longue durée qui aussi a commencé par un instinct de survie. Donc, c'est-à-dire, en 1964, on s'est dit, OK, on veut créer des entreprises en langue française qui vont être, en plus de ça, des entreprises coopératives. Donc, on était triplement pénalisé ici, pénalisé par le côté linguistique, pénalisé par la minorité qu'on représentait, pénalisé par le modèle d'entreprise qu'on voulait développer, qui était un modèle assez novateur ou marginal, dépendamment de comment on le regardait à cette époque-là, dans les années 60. Toujours est-il, c'était pas le modèle prépondérant non plus au niveau du développement économique. Et des gens se sont lancés dans ça en se disant, on le fait parce que sinon, nos communautés francophones à travers la province de l'Ontario n'auront pas d'avenir économique si on ne se prend pas nous-mêmes en charge. Et c'est comme ça que notre organisation, aujourd'hui, est toujours la plus ancienne encore en activité au niveau du développement économique, parce que on le doit à nos fondatrices et fondateurs. Ces personnes-là se sont dit au début, on a besoin d'une organisation qui va faire du développement en français en Ontario. Révolutionnaire aussi, on s'en rappelle, parce que le français, à cette époque-là, était interdit. En Ontario, c'était pas une langue officielle, c'était pas la langue du droit, c'était interdit dans les écoles, etc., depuis bien longtemps même déjà. Donc, c'était non seulement des gens qui avaient une idée, une vision et un besoin et un instinct de survie, mais qui étaient des revendicateurs et revendicatrices de premier ordre, parce qu'ils se disaient, ou elles se disaient,
On va le faire en français. Ça va peut-être embêter tout le monde ici, notre histoire, mais on va le faire pareil. Et toujours est-il que ça a continué après ça jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, dans la longue histoire de notre organisation, il y a eu une sorte de péripéties aussi après ça, mais qui pour moi passe aussi à travers ce cycle que j'ai mentionné un peu plus tôt, que celui de la résilience, du leadership, de la prise de risque, de l'épanouissement, puis toujours une espèce de retour sur la première phase d'identification des besoins et de l'instinct de survie pour regarder comment est-ce qu'on continue à développer notre organisation dans les prochaines étapes de son existence. Dans les choses qu'on a entendues aujourd'hui, sur les interventions, sur les panels, dans les différents groupes, il y a quelques choses clés qui m'ont personnellement interpellé. La première, c'est ce qui est l'enjeu des ressources humaines dans les organisations à impact. Évidemment, c'est quelque chose qui est une problématique importante. On sait que trouver les personnes qui ont les bonnes valeurs, c'est pas exactement facile. Trouver les personnes aussi qui sont prêtes à se donner dans leur travail, parce que ce qu'on réalise souvent dans le secteur qui est le nôtre, c'est que on a compris collectivement que la plus belle chose qu'on peut faire, ce n'est pas de recevoir, mais c'est de donner, et de donner son temps, de donner ses talents, et que parfois on reçoit pas exactement la même chose que ce qu'on a donné, mais on le reçoit en fierté par rapport à ce qu'on a pu créer comme impact aussi positif dans les différentes communautés ou avec les personnes avec lesquelles on travaille. Je pense que ceci est autrement plus satisfaisant que peut-être d'avoir reçu un gros prix à la loterie, etc. Ou après, peut-être on est embarrassé ou comme la sénatrice le disait, on ne saurait pas exactement quoi faire avec ces milliards ici. Il y a évidemment l'aspect d'appartenance à la communauté, aussi un engagement qui est constamment à attiser. Je sais que M. Patrick Terrien mentionnait par exemple qu'il s'était vu comme la mafia d'Embrun pendant un certain temps. Or, la mafia d'Embrun, évidemment, ça peut être perçu comme tel lorsqu'on a besoin de travailler son engagement communautaire, de regarder avec la personne qui sont dans la communauté d'Embrun comment est-ce qu'on peut changer cette perception-là et tout ce qui est la question de mesures d'impact social aussi, qui fait en sorte qu'on ne mesure pas juste le succès économique de nos expérimentations, de nos projets, de nos programmes et initiatives, mais aussi celui de l'impact social, en fait, tout simplement qu'on va avoir à travers ces mêmes initiatives. Quelque chose qui est éminemment important aujourd'hui. Personnellement, puis plusieurs d'entre vous le savez déjà, je fais partie de ces personnes qui sont de cette école de pensée où je veux de mon vivant voir que toutes les entreprises, lorsqu'elles planifient leurs activités, puis je ne parle pas seulement des entreprises à impact ici, mais vraiment de toutes les organisations en général, le planifient selon une atteinte, pardon, de rentabilité financière d'une part, oui, tout le monde fait ça déjà aujourd'hui, mais aussi selon des impératifs qui vont être sociaux et qui doivent être intégrés dès la planification du travail des entreprises. Je sais qu'on est évidemment bon dans le secteur sans but lucratif pour le faire parce qu'on fait des plans stratégiques qui vont régulièrement et en principe dans ce sens-là. Est-ce que les entreprises qui ne sont pas dans notre secteur, par exemple des entreprises plus traditionnelles, le font de cette façon-là? La réponse bien souvent est non, et c'est ça qu'on aimerait que personnellement, moi c'est un peu mon combat personnel, que j'aimerais voir changer de mon vivant parce que je sais que si on le prend en compte au début et pas comme un résultat qu'on a possiblement atteint à la fin et qu'on va utiliser comme un produit marketing pour dire qu'on a fait du bien autour de soi, ben, de cette façon-là, on va s'assurer d'avoir réellement un impact véritable dans la société autour de laquelle on travaille. Pour terminer sur les différents groupes, donc j'ai entendu les différentes présentations. Encore une fois, je regrette de ne pas avoir pu participer à celui sur le rôle de l'art aussi en particulier et des disciplines artistiques dans la façon dont on fait notre travail. Je dirais une des choses quand même qu'on peut faire et que manifestement on a fait qui est pour moi la première chose qui m'est venue par rapport à ce thème-là en tête lorsque je l'ai entendu. Je ne l'ai pas entendu avant tout le monde ici aujourd'hui, donc vraiment je l'ai appris en même temps. Ça m'a fait penser en fait au rôle qu'on a tous et toutes comme personnes ici de déjà utiliser nos talents de discussion, de conviction, d'échange, qui pour moi est un art aussi, c'est-à-dire c'est tout l'art de l'expression en fait tout simplement, pour essayer de rallier le plus grand nombre de personnes aussi à notre cause et au type de travail qu'on fait. Je pense que si on est capable, à travers l'art de la discussion et l'art de la conversation et l'art de l'expression, de parler et de utiliser les bons éléments pour convaincre les personnes que ce que nous faisons est la bonne chose,
je pense qu'il n'y a personne qui peut résister à ce message. Je me souviens qu'à quelques reprises, notre organisation, on a eu la chance de faire des tournées à travers l'Ontario, etc., pour parler un peu du modèle coopératif, des entreprises sociales en particulier. Personne n'avait d'opposition à ça. Lorsqu'on le comprend, lorsque c'est bien expliqué à travers, encore une fois, une explication qui va être simple et qui va connecter avec les besoins des gens, personne ne s'y oppose. De la même façon, aujourd'hui, et c'est là où on a une certaine chance, au niveau politique, personne ne s'oppose vraiment à ce qu'on fait pour autant que ça soit compris. Est-ce que tout le monde nous supporte? Pas nécessairement, mais est-ce que quelqu'un nous déteste? Non plus. Et c'est ça qui est quand même quelque chose qui est un sacré avantage, je trouve, pour notre secteur. Au niveau de la transition écologique, on a un rôle énorme à jouer ici et qui est pas évident parce qu'on a une énorme diversité d'entreprises dans les entreprises à impact et l'impact qu'on vise n'est pas toujours le même. On a dans les entreprises à impact des entreprises, puis la Coop d'Embrun en est une d'ailleurs par exemple, qui vendent des produits pétroliers. Est-ce que ça veut dire que c'est affreux sur le long terme? Possiblement. Est-ce que sur le court terme, ça répond pas à un besoin de la communauté et de ses membres? Ça répond à un besoin de la communauté et de ses membres qui ont des véhicules et qui ont besoin de se déplacer dans la région d'Embrun et au-delà pour aller à leur travail, pour amener leurs enfants à l'école, pour amener leurs parents, leurs grands-parents à l'hôpital ou peu importe où est-ce qu'ils ont besoin d'aller lorsqu'ils ont des rendez-vous médicaux. Ça répond à des besoins. Est-ce que collectivement, par contre, comme entreprise et comme communauté, on doit se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour transformer ce modèle de société qui est le nôtre actuellement? Absolument. Et je pense que nos entreprises à impact, que ce soit les coopératives, entreprises sociales et les OBNL, doivent mener la charge sur ces enjeux-là. Parce que si on ne le fait pas, encore une fois, ça revient à ce que je disais au début, pas vraiment grand monde va le faire à notre place et on va juste continuer avec du business as usual, ce qui ne fera pas un grand changement pour nous. Une autre des choses sur ça, évidemment, et plusieurs d'entre vous le savez aussi déjà, c'est la question des ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, comme vous savez, on a ce cadre au niveau mondial d'objectifs à atteindre, de réduction de la pauvreté, d'amélioration de l'égalité entre les sexes et entre les genres. On a aussi des objectifs qui visent sur le développement économique raisonnable, on a des objectifs sur la propreté de l'eau, la propreté de l'air, bref, toutes sortes de choses. Je dois vous dire que malheureusement, non seulement on n'est pas du tout en voie de les atteindre d'ici à 2030, qui est la date un peu butoir qu'on a pour atteindre les ODD, mais on est même en régression sur certains. Et ça, tout le monde le sait. Certains d'entre vous savez aussi que j'étais par exemple aux Nations Unies l'été dernier pour justement participer à une mise à jour sur où est-ce qu'on en est par rapport aux ODD et on est en régression en fait sur la majorité d'entre eux. On sait délibérément, dès maintenant, dès 2024, alors qu'il nous reste 6 ans encore pour les atteindre, qu'on ne les atteindra pas. Et ça, c'est une question quand même à se poser collectivement aussi. Qu'est-ce qu'on fait comme individu pour essayer de faire notre part dans ceci et comment est-ce qu'on peut influencer, parfois de la façon aussi simple que la suivante, qui est par nos comportements d'achat, de faire en sorte qu'on arrive à créer un monde plus juste, plus équitable et surtout plus durable. Parce que veut pas, la planète va continuer à exister, mais c'est peut-être l'humanité à proprement parler qui est mise en risque par les actions que nous prenons régulièrement à travers et qui créent notamment le réchauffement climatique et d'autres types de situations qui pourraient rendre notre planète tout simplement invivable pour notre espèce. Sur la longévité, moi j'en ai parlé en long, en large et en travers là, du groupe de discussion qu'on a eu là-dessus, des quelques mots-clés qu'on a identifiés et surtout du lien qu'on a pu faire avec la francophonie canadienne à travers ça. Et si je devais terminer ici, évidemment, en vous remerciant encore une fois d'avoir participé aujourd'hui et de vous être prêté au jeu de ce premier grand rassemblement que nous organisons et qu'on aimerait répéter aussi de façon annuelle si cela est possible. C'est qu'il y a manifestement un lien qui est intéressant et qu'on doit garder en tête lorsqu'on continue à travailler avec les entreprises à impact, c'est qu'il y a une expertise dans la francophonie canadienne à créer ce genre d'entreprise. Et peut-être que comme francophonie canadienne, comme personne aussi qui travaille dans ces entreprises, on peut de ce fait la mettre à profit de d'autres initiatives, venir inspirer d'autres comportements, d'autres programmes, des projets d'initiatives, qu'elles soient citoyennes ou autres, pour dire on a en francophonie canadienne une expertise qui est ancienne parce qu'on sait se battre, on sait revendiquer, on sait se mettre ensemble et on sait répondre à nos enjeux communs lorsqu'il le faut.
comment est-ce qu'on peut mettre ce type de comportement au bénéfice d'autres causes qui sont importantes, telles que par exemple la transition écologique, mais pas seulement, il y a bien d'autres enjeux qui sont éminemment importants. On regarde par exemple des enjeux comme la crise du logement aussi en ce moment, qui, on ne peut pas se cacher, quand même quelque chose de très très important dans toutes les régions de l'Ontario. On regarde aussi comment est-ce qu'on peut faire pour mieux accueillir aussi les personnes qui arrivent dans notre pays, de différents parcours, de différents pays, etc. Parfois, la position par défaut, c'était de se dire, bon, ils arrivent ici, ils vont se débrouiller plus ou moins de par eux-mêmes. Nous qui avons l'habitude de travailler ensemble, peut-être qu'on peut travailler ensemble pour mieux les inclure et les intégrer et s'assurer qu'ils ont une vie, qu'ils ou elles peuvent avoir une vie aussi prospère que nous avons pu l'avoir au Canada et dans nos différentes régions à travers l'Ontario en particulier. Donc, toutes sortes de choses sur lesquelles on peut agir et sur lesquelles j'espère que les différents éléments que vous avez entendus aujourd'hui dans les panels, dans les différentes présentations et en échangeant aussi à travers les groupes, vous auront inspiré de devenir vous aussi des actrices et des acteurs supplémentaires dans le changement qu'on peut porter comme entreprise à impact. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Encore une fois, c'était non préparé, donc je m'excuse si c'était un peu décousu la façon dont j'ai présenté, mais c'était un plaisir que de vous voir aujourd'hui. Et pour là, je te recède la parole pour nous clôturer la chose. Merci. Et donc, et tu as tenu ta promesse que tu allais parler quand même jusqu'à la fin de le temps qu'on avait consacré pour cet rassemblement. De la part des employés d'Impact ON, de l'équipe Impact ON, merci encore une fois d'avoir participé à notre première et non pas la dernière rassemblement des membres. Restez à l'affût sur regardez vos courriels, vous allez recevoir des informations sur les replays dans les jours ou dans les semaines à venir. Et n'hésitez pas à partager vos expériences avec d'autres membres d'Impact ON ou d'autres membres dans votre entourage. Il y aura peut-être des occasions avec un plus grand public. La prochaine fois, là, ils peuvent aussi découvrir qu'est-ce que c'est ou peut découvrir et échanger entre pairs. Donc, je vous souhaite une belle journée de la francophonie internationale pour toutes les activités qui vont se passer aujourd'hui et pour le reste de la semaine aussi. Merci.